C'est bien pour évoquer la littérature britannique que je suis parmi vous, mais c'est peut-être avant tout le fils et descendant de vignerons et de tonneliers des Corbières maritimes qui s'exprime au cœur d'un pays, les Corbières, accablés par la énième crise d'une viticulture locale qui ne parvient pas à assimiler les événements du 4 mars 1976 à Montredon, lieu de confrontation, mais aussi de partage et de rencontre dans la commémoration. C'est une des raisons pour lesquelles le titre du banquet de printemps, Nulle île n'est une île, qui est tiré de la méditation, adapté de la méditation 17 de John Donne, me semble superbement choisi. Alors chez Donne, ça donne Each man's death diminishes me, for I'm involved in mankind. En français, ça donnerait quelque chose comme La mort de tout homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Et en occitan, ça donnerait peut-être quelque chose comme La mordecadun mest paucan, perché perteni à l'humanitat. Et il me semble qu'il s'agit d'une des plus belles expressions de l'ouverture à l'autre, de la solidarité et de la vision de l'humanité avant tout fondée sur l'interdépendance et non pas sur l'autonomie. Une vision de l'humanité qui refuse donc l'autarcie et le repli et appelle à la rencontre avec l'autre. C'est ce que j'entends dans Aucune île n'est une île, bien évidemment, et c'est autour de ça que je vais essayer de présenter mon argumentation aujourd'hui. Une rencontre entre les individus, mais aussi les siècles, comme l'indiquent les paroles de Jack Toledano, le protagoniste de Moopak, de Gabriel Josipovici, qui est parmi nous, pour qui les individus sont tout sauf des îles, comme il le rappelle dans l'une des innombrables harangues qui constituent la matière poétique et éthique de Moopak, je cite en français, parce que Moopak est traduit aux éditions Quidam, très bien traduit d'ailleurs. Pour quelqu'un comme moi, disait-il, sans pays ni langue qu'il puisse dire sien, une vie sans Sophocle, Dante, Donne et Stevens serait intolérable. Ils sont là et on peut se tourner vers eux quand on est heureux et quand on est triste, disait-il, quand on voyage et quand on est sédentaire. Je dirais donc que les îles, pas plus que les hommes, ne sont isolés, ni dans l'espace, ni dans le temps, comme nous le rappelle Toledano. Et pour une dernière fois, les événements de Montredon, si je puis me permettre cette dernière allusion, ont aussi marqué l'expression d'un deuil commun aux viticulteurs en colère et au CRS, la mort des deux hommes ayant diminué l'ensemble de la communauté d'une manière traumatique qui n'est toujours pas assimilable et laisse encore les plaies ouvertes du passé dans le paysage méditerranéen que nous voyons tous au quotidien. Ce préambule est aussi une manière de préciser que pas plus que tout homme et pas plus que les Corbières, la Grande-Bretagne et l'Irlande ne sont des îles repliées sur elles-mêmes, même si elles sont aussi des îles, parce qu'elles sont devant tout des rivages qui problématisent l'autonomie et appellent la rencontre. C'est cette idée qui va guider mon parcours de certaines figures de la littérature contemporaine. Mais je ne voudrais pas terminer ce préambule sans prendre une précaution oratoire. Ce qui vient est précisément un parcours, à savoir une déambulation personnelle dans le paysage de la littérature ou des littératures britanniques contemporaines. Ma tentative de fédérer des éléments qui sont par définition extrêmement hétérogènes se heurte à une impossibilité de rendre compte de toute une production, qui va essentiellement se fonder sur une grande forme, le roman. C'est beaucoup de romans que je vais parler aujourd'hui, qui va se cantonner à une vision de la littérature qui est aussi une littérature anglaise, avant d'être britannique, dans beaucoup des auteurs que je vais fréquenter, dans laquelle l'élément londonien va aussi être assez présent, vu que Londres, comme emblème de la culture anglaise, mais aussi parfois britannique, est assez présent dans la littérature. Cela dit, afin de montrer en quoi aucun auteur n'est une île, je veillerai tout au long de mon parcours à souligner combien, si Londres est au cœur des préoccupations des romanciers britanniques, c'est en tant que microcosme qui reflète les tensions et les rencontres entre diverses influences et divers genres, et parvient le plus souvent à proposer une idée de la culture britannique comme ouverte et lieu de rencontre. Mon parcours, afin d'éviter le catalogue, sera fédéré par un va-et-vient entre deux constantes, deux notions, deux grandes thématiques, qui me semblent être au cœur de la production contemporaine, qui n'est pas séparée d'ailleurs de celle des siècles précédents, et je ne m'interdirai pas des incursions ou des excursions vers les siècles précédents, comme Jack Toledano dans Moopak. Les deux tendances sont les suivantes. J'essaierai de travailler sur l'élan visionnaire et antimatérialiste de la littérature britannique, d'une part, et d'autre part, sur l'engagement éthique et
politique qui me semble être au cœur de la littérature. C'est selon ces deux voies, c'est sur ces deux voies, ces deux chemins que je vais tenter de progresser, tout en faisant en sorte qu'ils se rencontrent le plus souvent possible au cours de ce parcours. Si le roman britannique contemporain écrit souvent depuis les marges, c'est en effet fort peu souvent de marge géographique qu'il s'agit. Dans la production ultra-contemporaine, en effet, de nombreux textes ont emporté l'estime du public en se penchant sur les conditions d'accueil et d'intégration de communautés étrangères, mais aussi parfois des conditions de crispation autour des communautés qui sont en cours d'intégration. C'est notamment le cas d'un roman de Monica Ali, publié en 2003, qui s'appelle Brick Lane, qui est publié en français, qui, pour toute vision de Londres, se confine à l'appartement et à l'immeuble dans lesquels est reléguée la protagoniste, ressortissante du Bangladesh, et venue retrouver son mari dans une capitale étrangère, qui est une terre d'exil, qu'elle choisira d'adopter dans les toutes dernières pages du roman. C'est le cas aussi d'un ouvrage qui a connu pas mal un assez grand succès de librairie il y a 3 ans, qui s'intitule « Et les hommes sont venus » dans la traduction française, roman de Chris Cleave, roman violent et engagé qui s'intéresse au sort que le Royaume-Uni de Tony Blair réservait aux réfugiés politiques en provenance du Nigeria en l'occurrence, pour lesquels Londres reste terra incognita, lieu d'errance, de clandestinité et de survie. C'est aussi le cas, par exemple, d'un roman comme Sourire de loup, publié par Zadie Smith en 2000, évoquant les vieux amis, l'anglais Archie Jones et le bengalais Samad Iqbal, qui ont fait connaissance pendant la Seconde Guerre mondiale et se retrouvent à Willesden, près de Londres, en 1975. Voilà. J'avais prévu un PowerPoint et en fait on n'a pas de possibilité de projeter ce genre de choses. J'imagine qu'on pourra mettre sur le site la liste des ouvrages que je cite, de manière que vous puissiez aller les consulter après la présentation. Je crois que ça aiderait beaucoup de personnes que d'avoir ce genre de choses en arrière-plan. Donc c'est pas en simultané, mais je pense que ça va être possible techniquement pour la suite des travaux. Voilà. Donc, bien sûr, la question du multiculturalisme est très souvent évoquée et le roman britannique en a chanté les louanges dans les années 80. Vous vous rappelez peut-être ce texte qui avait été un grand coup de tonnerre dans le ciel britannique, c'était Le Bouddha de banlieue de Hanif Kureishi. Eh bien, ici, le héros d'origine pakistanaise, parti de la banlieue typique de Londres, un peu artiste, un peu marginal, tente de s'insérer dans la jet-set artistique de la capitale. Vous avez vu le film peut-être, j'imagine aussi, un film des années 80, 84 je crois. Mais ce milieu est aussi celui de la drogue, du sexe, de la décadence londonienne entre les hippies et le début du mouvement punk. On y retrouve une série de portraits, le père mystique qui donne des cours de relaxation bouddhiste et qui n'a pas du tout les pieds sur terre, l'arriviste qui veut s'entourer de tout ce qui brille, le chanteur pour midinette, tout cela sous fond ou sur fond de société apparemment apolitique. Margaret Thatcher n'était pas encore arrivée sur la scène et donc le consensus n'avait pas encore totalement explosé. On pense aussi à la Londres louche et déglinguée des immigrants et réfugiés, transfigurés par la verve baroque et l'élan visionnaire de Salman Rushdie, qui accueille l'acteur désœuvré et désargenté qui est Saladin Chancha des versets sataniques. Donc cette capitale, comme emblème de la nation, elle est très souvent bigarrée, elle est très souvent terre d'accueil, terre d'ouverture, et c'est une capitale qui n'est pas une île. Ou si elle est une île, elle s'ouvre à d'autres rivages. C'est essentiellement mon propos ici. Ce qui se joue donc dans un cadre contemporain réduit à un site spécifique, c'est le drame, me semble-t-il, parfois comique, parfois tragique, généralement grave, de la rencontre entre le christianisme occidental et le monde oriental, souvent islamique, tel que Tariq Ali a pu l'envisager dans ses romans historiques, tels en français donc L'ombre des grenadiers, 2009, La femme de pierre, 2010, ou encore Un sultan à Palerme, 2010 également, pour la traduction. Tariq Ali, qui apparemment n'a pas pu nous rejoindre, mais à qui je souhaite rendre hommage, c'est sur une autre île que Tariq Ali nous invite à nous propulser dans ce roman de 2010. Ce lieu, c'est la Sicile, hein, le sultan à Palerme, et ce lieu, la Sicile, est tout autant île que port. C'est vrai qu'en grec, le port, c'est limani. Ou rivage. Le rivage, c'est limni. On a dedans de la limite, du limitrophe, du confin, quelque chose comme ça. Dans l'île, il y a effectivement quelque chose qui permet de toucher autre chose. On n'est pas dans quelque chose qui est systématiquement renfermé et resserré sur lui-même. Donc, dans cette île, Tariq Ali, la Sicile, donc, il évoque cette Sicile du XIIe siècle, qui est le lieu de voisinage de cultures byzantines, musulmanes et normandes. Et elle est évoquée, cette Sicile, au moment de son basculement dans la violence.
ce qui confère au roman une tonalité élégiaque, hein, c'est un roman conscient de la perte d'un monde meilleur, d'une disparition, dans lequel les communautés sont moins interdépendantes que juxtaposées. Le protagoniste, Anet Idrizi, cartographe du sultan et érudit, qui passe des mois immergé dans une bibliothèque, à revenir sur les écrits de quelqu'un qu'il appelle Al-Homa. Et ce Al-Homa, c'est la traduction, ce mot-là, du mot Homère. Okay, et donc, une fois de plus, les îles ne sont pas les îles, les époques ne sont pas les îles, les hommes ne sont pas les hommes. Et effectivement, cet Idrissi dont Tariq Ali nous parle nous fait voir combien ce XIIe siècle palermitain marche sur les traces d'Homère. Je le cite brièvement. « Ces mois passés en bibliothèque n'avaient été que joie. Al-Homa n'était que le début. Il visitait Ithaque et les autres îles à la recherche de traces. Il se demandait souvent si Al-Homa était le seul auteur de ces belles œuvres ou s'il avait hérité des histoires et les avait couvertes de son propre manteau divin. » Any need for a translation or a synthesis or something in English, or is it fine? Okay for everybody? That's great. Okay, so I'll go on with the presentation in French. En ces termes, donc, s'esquisse une rencontre avec l'autre culturel. C'est un lieu, effectivement, dans lequel il y a la culture normande, la culture byzantine, la culture musulmane, qui passe par une présence du passé. Le passé de cette Sicile est omniprésent. Le texte d'Homère, grand récit fondateur de la culture occidentale, est convoqué dans son impureté. Il n'est pas le fruit d'un seul auteur, il est le mélange de voix et d'influences. Et il va devenir une source d'inspiration pour le cartographe et écrivain Idrissi. Aucune île n'est une île, pas plus la Sicile du XIIe siècle que la Méditerranée de la fin du VIIIe siècle avant notre ère. De même, tout artiste se nourrit d'autres influences et laisse les autres parler à travers lui, une forme de prosopopée. À savoir, c'est pas lui qui parle, on parle à travers lui. L'auteur est ventriloque, véritablement. Oui, voilà. Donc la liste de ces auteurs pourrait s'allonger infiniment, de ces romans qui choisissent de bosser le portrait d'une métropole et d'une nation interculturelle où se retrouvent des communautés en provenance d'Afrique, du subcontinent indien ou encore des Antilles. Dans ces récits, même si l'intégration n'est jamais a priori indolore, sont louées les forces de résistance à une nation monochrome, la responsabilité éthique et politique fondée sur le rejet du repli communautaire et nationaliste, l'ouverture à la différence et, toujours, les immenses capacités d'accueil d'une capitale et d'une nation en perpétuel mouvement, qui rencontre sans engloutir ni nier, qui n'exige pas l'assimilation, monochrome une fois de plus, et s'attache à respecter une diversité culturelle, une hétérogénéité culturelle. Je trouve que dans cette grande partie de cette production contemporaine, c'est ce qu'on a véritablement. Et c'est un des éléments qui donne la patte du roman britannique contemporain. J'ai vraiment cette impression. Dans ces romans, donc, le sens de la fête et la palette de couleurs figurant un exotisme importé et devenu exotisme de l'intérieur ne s'affranchissent que rarement d'une attention aux grands mouvements de l'histoire et de la société. D'accord ? Toujours en arrière-plan, on a de l'historique, on a du politique, on a du social, on a de l'éthique. Et cette forte dimension est bien présente également. C'est peut-être dans un roman des années 50, intitulé Les Blancs-Becs, Absolute Beginners en anglais, qu'on a un peu perdu de vue, mais qui me semble être un roman extrêmement important, d'un auteur qui s'appelle Colin McInnes, McI2NES. C'est peut-être dans ce roman qu'il convient peut-être de repérer l'une des matrices, l'une des origines de ce roman multiculturel qui fait de la métropole un lieu de tension et d'intégration, un terrain de rencontre de l'hédonisme et du politique, dans un mélange généralement léger et étourdissant qui n'exclut pas les moments de gravité. Alors les Blancs-Becs, éponymes, vous les verrez, c'est des gens qui vivent un peu de rapine de diverses manières, un peu de pornographie par-ci, un peu de choses par-là. Et ça se passe tout ça sur arrière-plan d'émeutes raciales. Ce sont les émeutes de Notting Hill de 1958, d'accord ? Et ça me semble intéressant parce que apparu il y a quelques mois, le dernier roman à cette heure de Zadie Smith, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Son roman n'est pas encore traduit en anglais, il s'appelle NW, N/W, comme dans Northwest. Et il s'agit donc d'un roman dans lequel les personnages originellement répartis en divers fragments de l'intrigue sont séparés
précisément pour mieux être mis en relation au fil du texte. C'est un roman qui commence avec des tas d'histoires complètement hétérogènes, et ensuite il y a un grand regroupement, comme si on séparait pour mieux réunir, comme si on faisait autant d'îles pour transformer ces îles en archipels, véritablement, dans lesquels il y a des relations entre ces diverses îles, une fois de plus. Ce que je dirais ici, c'est que cette séparation de fragments, me semble-t-il, évoque nécessairement la variété ethnique des personnages, qui eux aussi se séparent pour des raisons pas systématiquement culturelles ni raciales, pour mieux se rassembler et se reconfigurer. Et derrière Zadie Smith dans NW, on retrouve très certainement quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle E.N. Forster, celui qui a écrit La Route des Indes, celui qui a écrit le film dont on a tiré c'est Room with a View, mais le titre c'est Avec vue sur l'Arnaud, en français, et c'est surtout le Forster de Retour à Howard's End qui a été, vous savez, par les cinéastes Merchant Ivory, il a été largement adapté au cinéma, à l'écran, mais dans Retour à Howard's End, on a cette réplique permanente qui est Only Connect, qui est traduit, c'est très difficile à traduire, et ça a été traduit dans la traduction française par relier, tout simplement. Alors ça veut dire, il s'agit de relier, il suffit de relier, il suffit d'être ensemble, il s'agit de se connecter. C'est une injonction comme ça. Il me semble donc que dans Zadie Smith, NW, c'est exactement ce qu'on retrouve. On retrouve ce Forster qui, en 1910, dans Retour à Howard's End, nous invitait à nous connecter, nous invitait à ne pas être des îles mais des archipels, nous invitait à faire tomber les barrières de classe, les barrières culturelles, pour travailler dans une communauté qui est une communauté qui est celle de l'Angleterre, de l'anglicité. Et de la britannicité aussi, à sa manière. Cette nation multiculturelle passe le plus souvent par le cliché de la capitale, emblème d'une britannicité contemporaine. Et cette image est colportée par une grande partie de la fiction des dernières décennies. J'ai parlé du pôle londonien comme étant un pôle important tout à l'heure. Je crois que c'est vrai. Et cette image, elle trouve ses racines dans un passé colonial. Bien évidemment, vous avez pu l'imaginer avec les textes que j'ai évoqués en début de présentation, dans une propension nationale à l'assimilation de diverses vagues d'immigrants, mais aussi de diverses vagues d'envahisseurs. Et bien évidemment, c'est le statut portuaire, la ville portuaire qu'est Londres, qui permet ce genre de choses, nécessairement. Cette évocation de la ville portuaire inclut toujours nécessairement celle de la Tamise, estuaire, ouvert aux autres cultures, à l'altérité radicale, et un immense sens du mystère, ainsi que le suggèrent ces mots tirés du début d'un texte que vous connaissez, j'imagine, de Conrad, qui s'appelle « Au cœur des ténèbres ». Le début d'Au cœur des ténèbres, ça dit ça, je vous le cite rapidement. Et enfin, dans sa chute oblique et imperceptible, le soleil toucha l'horizon, et du blanc incandescent passa à un rouge obscur, sans rayons et sans chaleur, comme s'il allait soudain s'éteindre, touché à mort au contact de cette nuée qui touchait une multitude d'hommes. L'aspect des eaux aussitôt s'altéra. La sérénité se fit moins brillante mais plus profonde. Le vieux fleuve, dans sa large étendue, reposait sans une ride au déclin du jour, après tant de siècles de loyaux services à la race qui peuplait ses bords, étendu dans la tranquille dignité d'un chenal menant aux confins les plus reculés du monde. Les confins les plus reculés du monde. L'ouverture à cet autre que va être l'autre africain tout au long de la nouvelle de Heart of Darkness. Nous contemplions le flot vénérable, non à la passagère clarté de ces brèves journées qui s'allument et disparaissent à jamais, mais à la lumière auguste et des souvenirs qui durent. Je m'interromps brièvement, vous relirez le début de Heart of Darkness, il est trouvable absolument partout, il est totalement fantastique. Et on y parle donc simplement pour dire que ce passage est à bien des égards emblématique d'une vision véhiculée dans les représentations littéraires de la métropole, de la capitale britannique, qu'elle soit contemporaine ou plus ancienne. En effet, au-delà des évocations touristiques et brillantes de la ville contemporaine, et au-delà également de l'évocation des implications politiques et sociales, des bonheurs et limites du vivre ensemble dans une société multiculturelle, c'est certainement une tradition visionnaire, et j'insiste sur ces mots, et enfouie, baignée dans une noirceur, certaines noirceurs qui semblent dans bien des cas dominer la capitale monstrueuse, accueillant une multitude d'hommes, et comme animée par un grouillement infini, plongée dans les ténèbres du passé, et ouverte à l'expérience des extrêmes et des confins. La Tamise est un chenal qui mène aux confins les plus reculés du monde. On est dans l'ouverture. Londres n'est pas une île, la Tamise n'est pas une île, l'Angleterre n'est pas une île, les îles britanniques ne sont pas des îles. Derrière les clichés, c'est une évocation sublime, le mot est important là aussi je crois, au sens esthétique du terme, à savoir l'évocation de l'objet si grand qui ne peut pas être représenté dans sa totalité, on échoue à se le représenter totalement,
d'où sa magnitude. Hein. Donc c'est donc quelque chose de totalement sublime qui est évoqué ici, qui met en avant un sens de l'illimité, quelque chose qui ne peut pas être bouché. Une île, c'est limité par définition, et là, au contraire, on est dans de l'illimité absolue. Hein, on va toujours hors des limites. Et ça provoque, ce genre de lecture, la déstabilisation du lecteur, véritablement, et du spectateur. Donc une conception sublime et visionnaire de la ville, de l'île et de la nation s'ouvre aux forces de l'inconnu et s'ordonne à l'expérience du radicalement autre dans ce type d'évocation, nous rappelant à la réalité de la communication et de l'interdépendance. C'est illimité, il n'y a pas de fin, donc on communique, donc on est dépendant des autres, donc on n'est pas autonome, donc on n'est pas replié. Et ça, c'est une vision qui est une vision de la communication, c'est une vision éthique de la communication, une éthique de l'altérité. C'est mon propos, c'est de ça que je veux parler. Et c'est pour cette raison-là, je parle de cette île qui n'est pas une île. Okay, bon, véritablement, on est au cœur du problème, je crois. L'une des constantes de l'anglicité, de la britannicité contemporaine, est d'être ancrée dans un espace emblématique qui semble recueillir l'esprit des lieux. Il s'agit bien évidemment de Londres, et à travers les siècles, et plus précisément, peut-être depuis la naissance du roman anglais au XVIIIe siècle, la métropole est devenue le terrain de prédilection de la fiction, depuis Defoe, Maud Flanders, par exemple. Il y a aussi, bien évidemment, une littérature britannique et une littérature anglaise qui sont des littératures pastorales. On pense à Émilie Brontë, Léo Durlevent, on cherche le macadam qu'on trouve à grand-peine. De même, tout un pan de la production romanesque depuis le XIXe siècle s'est attaché à décrire la situation économique et culturelle d'une nation coupée en deux, entre nord et sud, industrie et services, richesse et pauvreté. Comme c'est le cas par exemple dans la Sibylle de Disraeli du XIXe, ou plus récemment dans un ouvrage que vous connaissez peut-être de David Lodge qui s'appelle Le jeu de société en français. On a cette opposition entre le nord et le sud et de types de culture, the two cultures, et d'un grand débat des années 50 en Angleterre. Dans cette veine, on pourrait évoquer quelques romanciers modernes ou contemporains célèbres dont l'œuvre est étroitement associée à une partie de l'Angleterre, et pas à la ville cette fois. De l'Angleterre ou des îles britanniques, j'y viendrai dans un instant. C'est le cas de Lodge, que je viens de citer, connu pour sa trilogie de Ramage, Ramage signifiant Birmingham, vous le savez, avec changement de décor, un tout petit monde, jeu de société, mettant en scène les ressources universitaires et industrielles de Birmingham et des Midlands. C'est aussi le cas de Jonathan Coe, qu'on connaît peut-être un peu moins en France, même si son œuvre est traduite, hein, même s'il a traduit lui-même la biographie de B.S. Johnson chez Quidam, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, Jonathan Coe, dont une partie de l'œuvre est également située dans la capitale des Midlands. Je pense à Bienvenue au club, je pense à un club très fermé, par exemple. On passe ici, me semble-t-il, à ce qu'on appelait au XIXe siècle The Condition of England Novel, un roman sur la condition de l'Angleterre, à quelque chose qui est plus contemporain, qui est A State of the Nation Novel, donc un roman sur l'état de la nation. Okay, on passe donc de l'Angleterre à la nation, et donc on s'agrandit, on va vers la britannicité plus que l'anglicité, et ce glissement souligne une prise en compte d'une identité culturelle plus vaste et plus problématique peut-être. Plus loin de nous, je pense au roman de John Braine, on ne parle plus de John Braine, je pense au roman de John Braine qui, à l'orée des années 60, on fait de ce chantre du mouvement des jeunes gens en colère, Angry Young Men, à l'époque, on fait donc de ce chantre, de ce mouvement-là, le héros d'une Angleterre septentrionale, celle de Bradford, dans des romans réalistes faisant se rencontrer un protagoniste issu des classes laborieuses aux péripéties de l'ascension sociale et des frustrations et succès afférents à son ascension. Toujours dans cette époque des années 60, très dominée par le réalisme social et cette littérature engagée de la colère, les textes de Lancelot, comme La solitude du coureur de fond ou encore Samedi soir, dimanche matin, évoquent les quartiers populaires de Nottingham. Et ces quartiers de Nottingham, où la région de Nottingham, me semble-t-il, n'est pas loin de quelqu'un dont je vais vous parler maintenant, parce que j'aime beaucoup son travail, plus près de nous, dont je voudrais souligner l'apport discret, mais considérable à mes yeux, de John MacGregor. Rappelez-vous ce nom, vous vous rappellerez, on va en parler, je pense, qui a produit 3 romans et un recueil de nouvelles à ce jour. Je veux parler ici brièvement de son 3e roman, qui s'intitule en français « Même les chiens », « Even the Dogs », qui est traduit chez Bourgois en France. Ce roman-là se situe dans une ville anonyme du nord de l'Angleterre. Il est narré à la première personne du pluriel, donc c'est du « nous » hein, qui fait ce récit. Et donc, il est narré à la première personne du pluriel par un chœur spectral qui utilise une prose très poétique pour établir la chronique du décès d'un marginal toxicomane, mort seul dans son appartement, aux alentours de Noël,
délaissé par les squatteurs et accros qui généralement l'entouraient et lui permettaient de subvenir à ses besoins. Le récit, dont le narrateur pluriel et fantomatique figure à la fois le cœur de la tragédie classique et les témoins des années de détresse du protagoniste disparu, s'assigne la responsabilité donc de témoigner de la vie du disparu, de porter témoignage, témoigner véritablement, au sens presque religieux, mais aussi au sens éthique du terme. Donc, témoigner de la vie du disparu et des existences de celles et de ceux qui disparaissent dans le silence et dans l'invisibilité. Même s'il ne s'inscrit pas dans une lignée formelle et thématique des jeunes gens en colère, le roman de McGregor, et je souhaite vraiment parler de lui parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment, et je crois que c'est une des grandes voix contemporaines, produit une œuvre dans laquelle l'empathie le dispute à la rage, à une colère assez intense. Empruntant à la tradition visionnaire, fantastique et gothique, avec ces fantômes qui sont bien présents dans le texte, empruntant à la figure du fantôme pour l'utiliser en tant qu'opérateur éthique dont le but est de donner une voix à la minorité silencieuse, de mettre en visibilité celles et ceux qui ne le sont pas, un peu comme dans le Invisible Man de Ralph Ellison, mais sur l'autre domaine. McGregor navigue entre tradition visionnaire et engagement éthique et politique, et il me semble que, en cela, tout à fait emblématique de la production contemporaine. D'accord ? Même les chiens, McGregor. D'autres lieux mythiques, dans leur dimension pastorale, ou bucolique cette fois, ont servi de toile de fond au roman anglais du XXe siècle, comme Oxford, Cambridge, avec la mode du campus novel, qui est un genre britannique et américain bien établi, bien sûr. Je pense à des choses assez anciennes, comme le Wessex de Thomas Hardy, mais plus près de nous, un grand sens du lieu, un grand sens du paysage. On le retrouve chez quelqu'un comme Graham Swift, par exemple, vous vous rappelez, Le Pays des Eaux, Waterland. Le Pays des Eaux, dont Swift, c'est l'espace dont le titre annonce d'emblée le rôle fondateur, symbolique et narratif. C'est cet espace de la région des Fens, près de Bristol, paysage hybride, hésitant entre terre arable et terre d'irrigation, dont le limon constitue l'un des emblèmes les plus puissants. Mais d'autres romanciers contemporains se sont attachés à l'évocation d'une anglicité rurale, et notamment Adam Thorpe, qui est avec nous aujourd'hui et pour tout ce banquet, avec le récit qu'il a fait connaître du grand public et de la critique, Alverton, publié en 1992. Alverton, 1992, Adam Thorpe, et qui est disponible en français. Tout en se concentrant sur une matrice de l'anglicité rurale, Thorpe choisit de mettre en relation les époques. D'accord ? Il n'y a pas d'île, il n'y a pas de présent qui est isolé, tout est en relation. Donc il fait se rencontrer les époques, et il indique combien aucune période n'est une île, et combien toutes se répondent. Depuis la seconde moitié du XVIIe siècle et le retour au pays d'un vétéran de l'armée de Cromwell, jusqu'aux confins des années 80, avec la découverte de son squelette, en passant par les émeutes agricoles qui éclatent en 1830, ou encore par l'excavation de vestiges préhistoriques au tout début de la Première Guerre mondiale, etc., les personnages et les chapitres du roman de Thorpe et de ce récit me semblent n'être séparés, une fois encore, pour être mieux reliés. Pour mettre à l'avant l'interdépendance, pour mieux souligner la nécessité d'une solidarité radicale. Rien n'est indépendant, il n'y a pas d'autarcie, tout le monde vit ensemble. Et c'est ce message éthique qui me semble être très présent dans ce roman contemporain, chez Thorpe également. À travers ce roman, donc, c'est à la fois la vision d'une anglicité historique et mythique qui est donnée à voir, et la prise en compte d'épisodes oubliés. Là aussi, il y a des oubliés de l'histoire, et le récit de Thorpe les met à l'avant. Le coup de projecteur sur des poches d'invisibilité sociale et culturelle, et tout cela alimente la veine éthique et politique d'un roman qui apporte un témoignage sur des pays moins connus, des passages moins connus de l'histoire, des pans moins connus de l'histoire, et s'interroge sur certaines formes de vulnérabilité. Le fait que le récit mette à l'honneur les voix individuelles du passé et s'attache à reconduire accents et archives, parce que c'est un texte qui travaille beaucoup sur la reproduction de l'accent et du dialecte. Donc il promeut les individualités et les singularités culturelles et facilite la prise en compte permanente de l'altérité de l'autre. Il faut ajouter qu'Adam Thorpe s'est replongé récemment dans l'évocation d'une figure mythique de l'anglicité pastorale et engagée, en provenant avec Hod, H-O-D, en 2009, sur le personnage de Robin des Bois, Robin Hood, Hod, et en pulvérisant le mythe du bienfaiteur populaire et en construisant le portrait d'un brillant égoïste, libre penseur et assoiffé de sang. Et dans cet espace qui retravaille celui de la pastorale, l'anglicité culturelle affleure à chaque page,
à l'autre extrémité du spectre géographique, comme si le pays des eaux swiftien ou la campagne thorpienne était le pendant rural de la vision tentaculaire de la métropole qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui sans cesse n'en finit pas de rentrer en contact avec l'autre. Aucune île n'est une île, donc. D'autres lieux dépositaires de l'anglicité peuvent par ailleurs se rencontrer aux quatre coins du territoire britannique, concentrés à une matrice culturelle qui est celle de la Grande Maison. La Grande Maison, The Great House, c'est aussi un topos véritable de la production britannique, de la production anglaise. Britannique aussi, c'est très irlandais, hein, et ça revient beaucoup dans la littérature contemporaine, me semble-t-il. Donc, parmi ces deux constellations de genre, il y a celui-là également, le genre de la Grande Maison, roman sur la Grande Maison. Vous avez peut-être connu Evelyn Waugh, Retour à Brideshead. Voilà. Il y a aussi Ian Forster, dont j'ai parlé, Retour à Howard's End. C'est à peu près la même chose, enfin, en termes architectural. Il y a également plus près de nous des choses comme Les Vestiges du Jour, d'Ishiguro, ouais, The Remains of the Day. On pense aussi par exemple à Expiation, Atonement de McEwan, qui a eu un immense succès récemment. Bon. Quoi d'autre? Oui, Sarah Waters, L'Indésirable, qui en anglais, le titre anglais c'est The Little Stranger. Là, je vous recommande Sarah Waters, The Little Stranger, L'Indésirable. Bien, conduisent le lecteur vers les confins, les caves, les greniers de vénérables édifices, garant d'une culture séculaire dont les fissures et les ruines ne cessent de figurer les coups de boutoir de la modernité. On est un peu dans une logique gothique. Ces maisons-là sont les avatars des châteaux hantés médiévaux que l'on retrouve dans la littérature du XVIIIe, XIXe siècle, véritablement. À mi-chemin entre tradition pastorale et tradition urbaine, ces romans utilisent le microcosme architectural pour figurer une culture nationale tout en invitant l'historique et le politique au cœur de la citadelle de la tradition. Et c'est notamment le cas du roman d'Ishiguro, dont le titre explicitement élégiaque, Les Vestiges du Jour, The Remains of the Day, semble à lui seul résumer tout le programme narratif et idéologique d'un sous-genre à la fois conservateur et dont les velléités conservatrices et passéistes ont été mises à mal par les auteurs contemporains, notamment Ishiguro lui-même. McEwan et Waters aussi, Sarah Waters. Bien entendu, cette sensibilité élégiaque, vers laquelle je suis en train de glisser, dépasse les frontières de l'Angleterre, voire de la Grande-Bretagne, comme on peut le constater avec tout un pan de la production contemporaine. Je pense à des auteurs en Irlande, par exemple, comme des auteurs comme John Banville, qui, au cours de ces dernières décennies, a interrogé divers épisodes de l'histoire contemporaine et s'est intéressé à des phénomènes de spectralité, notamment avec le roman Ghosts. Il a par ailleurs publié avec The Sea, La Mer, donc, un roman dans lequel le protagoniste, qui vient de perdre son épouse, retourne sur les lieux de son enfance pour se remémorer un drame qui le hante bien des années après qu'il est survenu, au bord de la mer d'Irlande. La même inspiration élégiaque, me semble-t-il, se retrouve, je parle de la spectralité, de cette notion élégiaque, cette notion mélancolique, de cette culture britannique mélancolique, véritablement, qui apparaît ici. On la retrouve, cette culture, à travers un roman irlandais très, très... qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle en français Retrouvailles, le titre anglais étant The Gathering, d'une romancière qui s'appelle Anne Enright, E-N-R-I-G-H-T. Tout ça, ça sera sur le PowerPoint. Donc, Anne Wright, donc, avec Retrouvailles, dans ce roman-là, les membres d'une famille nombreuse irlandaise se réunissent à l'occasion du décès d'un des leurs. C'est-à-dire le frère préféré de la narratrice qui tente de porter le témoignage tout au long du roman d'un épisode traumatique survenu dans l'enfance qu'elle a partagé avec ce frère. Et le roman, qui hésite entre amnésie et anamnèse, est un récit à la première personne qui nous donne à voir qu'aucune narratrice n'est une île, tant son témoignage est tendu vers l'absent, vers celui qui n'est plus là, vers cette perte, vers ce trou dans le texte, et convoque à la vie à chaque seconde à travers la formulation d'excuses et de scrupules qui s'adressent à un trauma individuel, mais aussi à un trauma collectif, celui d'une nation qui étouffe sous un silence et une paralysie naguère dénoncée par Joyce au tout début du XXe siècle, avec les gens de Dublin, vous vous rappelez, j'imagine. Le silence qui a pesé sur les scandales comme ceux des Magdalene Laundries, donc les Magdalene Sisters, vous vous rappelez ce film qui a eu assez de succès, qui a fait exploser beaucoup de choses dans les années 90. Sur la pratique de la pédophilie à tous les niveaux de la hiérarchie catholique, mais aussi les scandales financiers ayant alimenté les années de boom économique dites du tigre celtique, the Celtic Tiger Years, sont ici recensés dans une élégie qui peut se faire satirique, alliant ouverture éthique et engagement politique une fois de plus.
En évoquant la sensibilité élégiaque et mélancolique, je me suis brièvement arrêté sur l'une des grandes constantes de la tradition britannique qui, contrastivement, permet de cerner au sens propre les termes de mon propos. En effet, cette tradition pastorale, si vivace dans la tradition romantique anglaise par exemple, comme l'attestent les poèmes de Wordsworth en tout premier lieu, est traditionnellement opposée à une tradition plus noire et plus urbaine, celle des poètes romantiques et pré-romantiques dits Cockney ou londoniens, the Cockney poets, the Cockney romantics, parmi lesquels William Blake. Et dont William Blake semble être le représentant le plus caractéristique. Alors on peut effectivement avancer que le poète pré-romantique est l'influence cardinale en matière d'évocation de la capitale sublime, ou d'évocation sublime de la capitale, sublime dans le sens de ténébreuse, infinie, etc. Il est connu pour certains de ses brefs poèmes, tirés du recueil Chansons d'innocence et d'expérience, poèmes évoquant le sort que la métropole réserve aux plus vulnérables, comme le petit ramoneur de Chimney Sweeper, qui s'introduit dans le conduit des cheminées au péril de sa vie et de ses poumons. Blake brosse par petites touches la métropole, consommatrice de destinée humaine, comme dans le poème Londres, où le poète déambule dans les rues de la capitale, obsédé par les visages que marquent vulnérabilité et chagrin, offensé par le cadastrage et par le cadenassage de l'espace de la Tamise, exprimant son défi des pouvoirs d'affliction que sont l'Église, l'armée et la couronne. Ce que je veux dire, c'est que cette idée qu'aucune île n'est une île, elle n'est pas nouvelle, d'accord ? Elle est chez les romantiques, elle est beaucoup chez Blake, bien évidemment, d'accord ? Avec toute la dose d'engagement des poètes romantiques en faveur des populations vulnérables, des populations défavorisées et des populations que l'on oublie. Ce poème, donc, de Blake, London, Londres, dominé par la noirceur, se clôt sur une formule choc avec l'évocation du, je cite, corbillard du mariage, the marriage hearse, proposant la vision désespérée d'un monde sans avenir, sans rime ni raison, où enfants et prostituées, mais aussi soldats, autant d'emblèmes de la vulnérabilité sociale, sont broyés par la monstrueuse mégalopole et par le monstrueux appareil de pouvoir d'État, bien évidemment. Dans ses brefs poèmes, Blake laisse éclater sa colère et promeut une vision crépusculaire de la capitale, vue à travers des vignettes, fragments d'un tout immense que l'on peine à appréhender et qui tient en échec toute tentative de totalisation. Je parle du sublime, on est dans le sublime ici, véritablement. Son engagement en faveur des démunis, ce sentiment de révolte qu'il partage avec bien des poètes romantiques, préfigure à bien des égards l'engagement de Dickens, par exemple, autre peintre visionnaire de la cité et de la nation. Et la conscience politique et historique n'est jamais totalement étrangère à l'évocation de l'esprit des lieux, et le Blake, sondant l'onde de choc de la première révolution industrielle, qui lance les démunis vers les grands centres industriels du Nord et vers la capitale, préfigure également l'attention aux minorités qui dominent tout un pan de la production contemporaine que j'ai précédemment évoqué. Donc j'ai commencé avec ces minorités, j'ai commencé avec ces romans culturels, j'ai tenté de m'éloigner du cliché de l'Angleterre multiculturelle, contemporaine, où tout va bien, pour tenter de resituer la chose dans une tradition qui est une véritable tradition qui remonte au moins au romantique, me semble-t-il, au moins, parce qu'évidemment l'anglicité variée, bigarrée est antérieure, Swift en parle dès le XVIIIe siècle. Toutefois, c'est certainement un autre poème de Blake, poème qui s'intitule Jérusalem, tiré de sa préface à Milton, publié en 1810, le PowerPoint vous donnera le détail, qui doit compter parmi les candidatures les plus légitimes au titre de matrice générique de l'évocation visionnaire de Londres et de l'anglicité. Jerusalem, Blake. En effet, dans la veine de ce qui est précisé dans les brèves compositions que je viens de signaler, ce poème formule la vision d'une cité pouvant accueillir une humanité libérée des entraves de la guerre, de l'impérialisme et du commerce. La colère d'une Angleterre et d'une capitale assiégée par une modernité que Blake perçoit comme outrageusement matérialiste trouve ici son expression dans une cosmogonie retournant aux sources mythiques de la nation, à travers l'allusion biblique à Jérusalem, bien sûr, et à travers aussi la figure mythique d'Albion, évoquée dans un autre célèbre poème de Blake, qui s'appelle Albion, bien sûr. Dans le Jérusalem de Blake, ville et campagne apparaissent de conserve. J'ai beaucoup insisté sur les deux pôles de l'anglicité ou de la britannicité, à savoir urbain et pastoral. Dans cette vision de Blake, il y a une réunion des deux, véritablement. Et il y a très rarement la réunion des deux. Dans Jérusalem, il y a les deux. Et ça me semble être caractéristique de son œuvre. À travers la figure, dans le Jérusalem de Blake, dont ville et campagne apparaissent de conserve, la pastorale figurant la perte d'une innocence fondatrice qui doit servir à rédimer la ville, à la racheter.
Le roman contemporain est certes souvent loin d'établir ce type de communication, mais il n'est pas excessif d'avancer que toutes les évocations ultérieures et contemporaines de la métropole, comme emblème de l'anglicité, résonneront des échos du poème de Blake, même si la dimension proprement mythique et cosmogonique en disparaîtra. Elles s'inscriront dans une tradition de la critique sociale et de la prise de position idéologique associée à une esthétique des confins, à une évocation écrasante de l'illimité et de l'immensité, direct héritage de l'expression sublime et visionnaire. Je répète ces mots, je les martèle pour essayer de faire sens. J'espère que ça commence à être cohérent. Ouais, ben, je sais pas, bon. Non, 50 minutes c'est long, après le repas particulièrement, donc voilà. Ok, donc, mais on arrive dans le dernier tiers de la présentation, donc voilà. Alors c'est ce terreau visionnaire, romantique, sublime et engagé, ok, ça je sais pas encore assez dit peut-être, hein, engagé, qui a permis à de jeunes romanciers, me semble-t-il, de s'épanouir, et peut-être un exemple encore marginal, ou à tout le moins non canonique, à la fois en Grande-Bretagne et de ce côté-ci de la Manche. Peut-être un exemple sur lequel je dois m'arrêter est celui de Patrick Neate, N-E-A-T-E, Patrick Neate, ouais, vous verrez ça dans les catalogues. C'est un jeune romancier qui, en 2009, a publié un roman qui s'appelle Jérusalem. Il est publié en français, et il s'agit d'un récit puzzle, composé de 3 intrigues fragmentées, qui ont pour lieu Londres, mais aussi la Londres contemporaine, l'Angleterre rurale du début du XXe siècle, ou la fin du XIXe, et l'Afrique contemporaine. Et c'est un roman donc, qui utilise ces 3 intrigues fragmentées en établissant un lien entre époque victorienne et époque contemporaine. Donc les îles ne sont pas des îles géographiquement, les îles ne sont pas des îles temporellement. Okay, les hommes ne sont pas des îles, les narrateurs ne sont pas des îles, les ouvrages ne sont pas des îles, bien évidemment. Et au fil des pages, donc, ces 3 intrigues séparées au début se corrèlent progressivement pour mêler anti-impérialisme, anti-matérialisme et autres satires des excès de la société de consommation. On est dans un engagement anti-matérialiste, véritablement. Il réunit donc Neate ici les 2 composantes multiculturelles et anti-matérialistes du roman londonien, et l'intrigue contemporaine y est bien évidemment située dans la Londres d'aujourd'hui. Les usines et les sombres fourneaux sataniques, je fais référence ici au Blake de Jerusalem, où il parle de The Dark Satanic Mills, qui est qui est un des motifs les plus récurrents dans la tradition de l'écriture de la ville. Donc ces Dark Satanic Mills de Blake ont été remplacés ici par les faux semblants d'une culture fondée sur l'univers de la publicité et de la com, du simulacre, de la société du spectacle de Bordienne. Et à travers cette dénonciation, le texte se met à résonner d'échos blake'iens. La voix de Neate, donc, s'élevant, telle celle du grand poète romantique 2 siècles plus tard, pour dénoncer, avec la force de l'après-coup, un trauma culturel et national qui a précipité une culture pastorale rétrospectivement perçue comme édénique en un enfer urbain. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de rejouer ce grand traumatisme, d'accord, d'une culture pastorale et rurale qui bascule, okay, dans cette culture urbaine. Et quand j'ai parlé de Montredon en début de présentation, c'est à ça que je pensais aussi, d'accord, à ce type de choses, bien évidemment, pour faire voir que les Corbières ne sont pas une île et que Londres n'est pas une île, bien évidemment. Chez Neate et nombre de ses contemporains, comme chez Blake avant eux, l'élan visionnaire est toujours partiellement satirique et antimatérialiste. La dénonciation se prolonge dans un appel à la révélation ou à la résurrection. Un élan utopique parcourt ce pan de la production romanesque que l'on peut retrouver dans l'incroyable ouvrage de David Mitchell, le film vient de paraître, je crois, dont le titre est Cartographie des nuages, Cloud Atlas. Dans Cartographie des nuages, ouvrage de 2007, David Mitchell pour l'auteur. Mitchell s'attache à montrer l'interdépendance des individus et des nations, mais aussi des périodes, dans un roman qui, à l'instar de Alverton de Thorpe, d'une certaine manière, et de nombreux récits de Peter Ackroyd, fait se succéder des strates historiques et distinctes, époque victorienne et apogée de l'Empire, guerre mondiale, société de la corruption et du simulacre des années 90, puis projection dans un avenir post-apocalyptique, dit des dystopies les plus traditionnelles. Alors c'est bizarre chez Mitchell, je m'interromps 3 secondes pour vous dire que c'est un roman qui est hallucinant, il est bâti en symétrie, il commence par le passé victorien, le chapitre 2, ça s'interrompt, c'est la Première Guerre mondiale, le chapitre 3, c'est les années 30, d'accord, le chapitre 4, c'est l'Amérique des années 70, vous avez compris, ça va jusqu'à un futur qui est dystopique, chaque fois ça s'arrête au milieu, et quand on est au milieu dans ce futur dystopique, ça revient en arrière. On revient donc à la suite de l'idée qui s'était interrompue au chapitre précédent, puis chapitre précédent, puis chapitre précédent, puis chapitre précédent. On a donc une pyramide et on en revient à la fin de l'ouvrage là où on était au début. Vous me suivez ?
comme si on n'arrivait pas à échapper. Non, mais on ne trouve pas ça souvent dans le roman, quoi. D'accord ? C'est pour ça que je préfère vous indiquer la chose. Et je n'ai pas encore vu le film, je ne vois pas comment ça a dû être fait dedans, mais bon. Tout ça pour vous dire qu'une fois de plus, chez Mecho, par exemple, ce qu'on voit apparaître, me semble-t-il, c'est ce texte visionnaire qui multiplie les histoires, est une machine éthique qui s'attache à montrer combien chacun, à sa manière, et chacun, dans sa sphère de compétences, est comptable et responsable de ses actions. L'action du premier chapitre, c'est au dernier chapitre qu'elle trouve sa conséquence, bien évidemment, et cette machine symétrique est une machine qui fait voir qu'on ne peut pas ne pas être comptable de ce que l'on fait. Okay ? Donc, ce ne sont pas des romanciers moralisateurs. Okay, je n'ai pas utilisé le mot moral jusqu'à maintenant, d'accord ? J'ai utilisé le mot éthique, véritablement, parce que je crois qu'effectivement c'est le romancier de l'ouverture et qui appelle à une responsabilité, et qui ne prescrivent pas des règles. Bon, et je crois que c'est au cœur de la production. Bon, vous l'aurez compris. Enfin, c'est mon avis, quoi, véritablement. C'est ainsi donc que ce texte, me semble-t-il, dont je pense que Patrick Neate s'inspire avec Jerusalem. Je crois que Jerusalem aurait pu être écrit avant Cloud Atlas, qui ouvre la brèche. Et est un texte donc qui, à l'instar du Cœur des ténèbres de Conrad, revient sur le grand traumatisme de l'impérialisme et de la colonisation, dont la violence première n'est assimilée ni par les nations colonisées, ni par la notion colonisatrice. Et donc c'est un texte sur le trauma, bien évidemment, et sur le traumatisme qui ne peut pas passer, et sur ce passé qui revient, et qui s'invite inlassablement dans le présent, sans qu'on puisse se le rappeler. Ce sont des textes là-dessus, véritablement. Il y a une mélancolie traumatique dans cet ouvrage. On retrouve donc la dimension antimatérialiste, et je pense que c'est bon pour les 10 minutes qui viennent, 50 minutes ça devrait aller, et visionnaire évoqué plus haut, dont l'expression mêle critique et force de proposition dans la note placée en exergue du deuxième roman de Jeanette Winterson. Je n'ai pas encore parlé d'elle. Jeanette, comme Jeannette Winterson. Son deuxième roman, c'est La Passion de Napoléon, The Passion, en anglais. Pour le public français, de Napoléon, ça devait parler plus, dont l'action se situe essentiellement à Venise pendant les guerres napoléoniennes, mais qui s'ouvre sur une référence à la ville moderne et marchande, dont un épigraphe de ce roman-là, qui est un roman de 86. Que vous trouvez ça ? J'ai écrit La Passion de Napoléon en 86, au cœur des années Thatcher, période de course effrénée des yappies et autres employés de la City de Londres, avec leur fortune éclair acquise à n'importe quel prix. Mes propres cités, mes pauvres cities donc, ou cités, étaient inventées. C'étaient des cités de langage, des cités de connexion, les mots comme autant de passerelles et de ponts lancés vers les cités de l'intérieur, où les relations ne se négociaient pas en devises, mais en émotions. Je voulais écrire un monde à part, non point pour m'en échapper, mais pour tendre un miroir secret qui aiguiserait et multiplierait les possibilités du monde réel. C'est avec cette très belle ligne que Winterson démarre son roman, les place en exergue, et nous sommes ici, me semble-t-il, au cœur du programme visionnaire, tel qu'il détermine tout un pan du roman contemporain. C'est le cas de l'un de ses textes, de Winterson, les plus aboutis, à mon avis, les plus originaux, Power Book, publié en 2000, republié aux éditions de l'Olivier assez récemment. Je vous recommande aussi le dernier opus de Winterson, publié à l'Olivier aussi tout à fait récemment, qui est Why Be Happy When You Could Be Normal, pourquoi être heureux quand on peut être normal, qui est un texte remarquable, dont l'action se situe en divers lieux associés aux clichés de l'amour romantique, Paris, Capri, mais aussi au cœur de Londres, dans le quartier historique de Spitalfields, près de l'une des églises de Nicholas Hawksmoor, dans un magasin énigmement nommé Verde, enfin l'espagnol vert, donc les cultures se mélangent, les langues se mélangent. Dans le passage qui suit, donc, l'inspiration visionnaire et cockney affleure sous chaque mot. Je recite Winterson rapidement, c'est The Power Book 2000, traduction 2002. Dans un vieux quartier de la ville comme celui-ci, le temps fait s'effondrer les images. Me voici, funambule marchant sur le 21e siècle, aussi mince qu'une année. Et les vieilles maisons sont vieilles de 200 ans et plantées le long de rues dont le tracé sinueux remonte à 400 ans, le long d'ornières laissées par les charrettes utilisées au Moyen-Âge par les moines, ou par Shakespeare, ou par le Dr Johnson et son ami Boswell, l'écossais. Tous ont marché ici. Ramenez-le, n'importe lequel d'entre eux, et il reconnaîtra les lieux.
Les périodes ne sont pas des îles, et à travers ces pages, il apparaît en effet que l'espace et le temps sont deux modalités qui se complètent, se modifient, s'interpénètrent. Tout se passe en effet comme si l'espace urbain était convoqué en tant que modalité du temps, comme si, à travers l'empilement visuel et spatial des strates géologiques, la profondeur du temps était sondée, ou plutôt convoquée. En effet, dans ces lignes de Winterson que je viens de lire, mais Ackroyd aurait pu les écrire, me semble-t-il, les profondeurs du temps sont sondées ou sont convoquées. Et en effet, dans ces lignes, c'est moins la mémoire individuelle de la narratrice qui est sollicitée que le passé, qui fait retour, se répète dans le présent, convoquant une tradition littéraire et populaire londonienne. On est très loin du modernisme woolfien, ici, par exemple, même si Winterson se reconnaît de la tradition. On n'est pas dans une écriture psychologique où on a de la mémoire d'un personnage, de l'auteur. On est dans une culture qui se répète. Okay, et non pas dans un individu qui appelle une culture par le biais d'un processus de mémoire. Okay, donc on n'est pas dans cette reconstitution proustienne. Okay, c'est tout à fait différent, me semble-t-il. Et caractéristique, je crois, de ce type de littérature contemporaine britannique. Le passé qui refait surface et figure une tradition, le pont jeté entre présent et passé, la multiplication des lignes de continuité, telle est l'une des lignes de force que s'attache à bâtir le roman contemporain. Comme l'indiquent ces extraits de Winterson, c'est souvent moins par l'évocation horizontale d'une immensité que par la vision verticale d'un empilement et d'une mise au jour que fonctionne l'anachronisme qui signe une présence du passé. Cette tradition urbaine, souvent à contre-courant de la dimension pastorale, s'attache à convoquer une continuité sublime dans ses manifestations. Et en effet, le pôle de l'anglicité urbaine, dont Londres est l'emblème, est caractérisé par un goût pour le terrible, le ténébreux, l'inimité qui réinvestit le roman contemporain tout en faisant revivre les images et préoccupations du passé. Nous sommes ici au cœur de la tradition visionnaire Cockney qu'évoque le romancier, biographe et essayiste Peter Ackroyd, donc, dans une conférence donnée en 1993 et intitulée « London Luminaries and Cockney Visionaries », dont célébrités londoniennes et visionnaires Cockney, okay, en gros, dans lequel il convoque la culture populaire londonienne londonienne mais aussi nationale, fondée sur un sens du spectacle, du rituel, de l'hétérogénéité, une culture des extrêmes de l'excès, évoquée par des œuvres qui tendent à présenter un sens de la passion et de l'immensité. Et c'est ce type de fonctionnement qui est à l'œuvre chez Ackroyd, à la fois dans ses romans urbains et ruraux, mais aussi chez quelqu'un comme Ian Sinclair, comme Michael Moorcock, par exemple, ces trois romanciers étant très souvent associés au noir roman londonien. Ces auteurs, cela dit, n'ont pas l'apanage de l'évocation du métropole sublime et illimité. Vous avez certainement lu le magnifique Samedi de Ian McEwan, roman psychologique s'il en est, celui-là, qui, comme Mrs. Dalloway, évoque donc une journée dans la vie de son protagoniste, et un protagoniste qui déambule dans les rues de Londres, comme dans Woolf, bien sûr. Au volant de sa voiture, cette fois, il ne déambule pas véritablement. Alors, le texte s'ouvre et se clôt sur la vision angoissante, car potentiellement apocalyptique, d'une ville enténébrée, dont le ciel est zébré par la trajectoire d'un avion en flammes. Ça, c'est publié en 2005. Donc, c'est peu de temps après 2001. Et donc, en ce jour de manifestation pacifiste opposée à la guerre en Irak, et en ce début de siècle dominé par le trauma du 11 septembre, ce type de noirceur quasi millénariste imprègne l'œuvre de McEwan, comme il imprègne auparavant celle de Martin Amis, par exemple, et d'autres auteurs dont je n'aurai pas le temps de parler, et dont il imprègne aussi l'œuvre de Will Self, aussi, bien évidemment, assez grandement. Le Will Self du livre de Dave, okay, mais aussi le Will Self de Comment vivre les morts, avec la cartographie londonienne, fantomatique, etc. Je vais peut-être sauter vers ma conclusion pour vous dire que je suis conscient des péninsules et des continents de la littérature britannique contemporaine passés sous silence dans ma présentation. J'aurais souhaité parler de Pat Barker, de son travail sur le souvenir de la Première Guerre mondiale. J'aurais aimé parler des Écossais, Alice the Great, James Callanan, ou d'autres Irlandais comme McCabe et son gothique rural, ou encore de Maclean Wilson, romancier phare à l'Ulster, parmi d'autres. L'évocation de leurs œuvres m'aurait très certainement amené vers des rivages similaires à ceux que j'ai abordés tout au long de cette présentation, mais aussi des rivages différents. Comme je vous l'ai dit, c'est un parcours personnel que je vous ai proposé.
Et au-delà de la variété thématique et au-delà de la multiplicité des genres et des formes, il me semble que ce qui caractérise en grande partie cette production romanesque contemporaine est, au-delà des thèmes et des milieux abordés, un appétit pour le lien. Only connect, relier, le lien. Oui, c'est ça. Le lien avec d'autres lieux, d'autres époques. En d'autres termes, une ouverture à un ailleurs temporel et spatial, qui fait son lit de la tradition visionnaire et antimatérialiste, que je n'ai cessé d'évoquer de manière assez redondante. Un cran plus loin, et pour conclure, je dirais que cette tradition antimatérialiste a une portée éthique, en ceci qu'elle s'oppose au discours dominant de la productivité à tout crin, et en ceci qu'elle s'oppose au mythe de l'invulnérabilité héroïque et productive. Le roman britannique contemporain nous renvoie souvent à des invisibilités, à des silences. Il donne voix à celles et ceux que l'on n'entend pas. Et c'est donc une vision de la vulnérabilité générale, ou de l'humain comme essentiellement vulnérable, à savoir interdépendant, qui a besoin des autres, et en faillite d'autonomie. C'est à ce genre de choses que nous renvoie cette littérature, je crois. C'est comme ça que je la vois en tout cas, et c'est comme ça que j'ai trouvé une cohérence véritablement aujourd'hui. Voilà, en cela, elle est littérature éthique, qui ne rechigne pas à l'engagement politique, à sa manière, et c'est précisément sur ces mots, politique et éthique, que je souhaite conclure. Merci beaucoup. Merci.